Bonjour Stan. Salut. Je suis ravi de te recevoir sur Comptoir IA. T'es un invité que je voulais absolument avoir. Donc Stan, toi, tu es ingénieur, entrepreneur, tu as créé Totem, une boîte d'analytics il y a longtemps, tu as travaillé chez Stripe et tu es aussi peut-être le seul Français d'OpenAI où tu as travaillé de septembre 2019 à septembre 2022. Donc génial. Euh, donc t'es parti juste avant ChatGPT en fait, alors Stan. Ouais, un mois ou deux avant, en effet, un mois ou deux. Et j'étais pas le seul Français. Il y a quelques autres Français chez OpenAI. Mhm. Les Français sont, Ah, très bien. sont forts en IA, donc on en a un peu partout. Trop bien. J'ai vu une interview là de Sam Altman par Lex Friedman qui disait que Sam approuvait toutes les embauches aussi d'OpenAI personnellement. Donc c'est lui qui t'a embauché. Tu l'as rencontré au début de ton aventure là-bas. Non, pas particulièrement, parce que moi, j'ai rejoint OpenAI seulement, il me semble quelques mois après que Sam Altman devienne vraiment opérationnel dans OpenAI. Donc Ah oui. je Mhm. pense qu'il était encore en train de ramp up sur sa fonction. Moi, j'ai rejoint OpenAI surtout à travers Greg Brockman, avec qui j'avais Ok. travaillé chez Stripe. Et à Hmm. travers cette relation, j'avais appris à connaître Ilia. Et on avait pas mal discuté à l'époque. Et moi, je commençais à m'intéresser au domaine. Et je voulais Hmm. m'intéresser aux maths et à l'intelligence artificielle. Et c'était un sujet qui intéressait OpenAI et Ilia en particulier. Et donc, c'est à travers ces discussions qu'au finalement, j'ai trouvé mon chemin chez OpenAI. Excellent. Il y a donc qui est directeur scientifique Ouais. d'OpenAI, qui est une énorme pointure et qui a misé très gros, si j'ai bien compris, sur le deep learning. Il a misé très gros toute sa carrière sur le deep learning, hein. C'est lui Mhm. qui a travaillé sur AlexNet au tout début avec Alex, je me souviens plus de son nom de famille, et Jeff Hinton. Mhm. Donc il fait parmi de cette toute première génération de personnes qui ont cru au deep learning. Donc ouais, c'est un pilier du domaine, ça, il n'y a pas de doute. Trop cool. Et donc aujourd'hui, Stan, tu montes Dust, Ouais. qui permet donc de construire et de déployer des LLM, donc des large language models, des applications sur les LLM. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je crois que tu fais ça avec Gabriel Hubert. Et moi, j'avais vu, je pense, une de vos premières aventures, même avant Totem. Je crois que vous aviez fait une application iPhone euh, qui permettait Téléported, un ouais. peu de téléported. Ouais, ça c'était De super. voir les J'avais images trouvé ça super marrant. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais, c'était c'était il une y a, application c'était il y a longtemps. classique. C'était C'était il y a il y a 12 longtemps. ans, ça. Mm. Donc l'application permettait de voir toutes les images publiques temps réel, en temps réel, et donc de pouvoir se balader dans le monde et voir un flot d'images qui arrivait. Ça venait de Foursquare, Instagram, Twitter, etc. Ouais, Et donc donc ça, on a ça c'était monté. très. Le concept était marrant, ça c'était cool. Et donc avec Gabriel, alors déjà, c'est ça. Ouais. Avec Gabriel. Il s'avère que quand tu donnes des super pouvoirs comme ça aux gens, de pouvoir se téléporter n'importe où dans le monde, malheureusement, la plupart des personnes n'ont pas beaucoup d'imagination. Et donc, c'est vrai que l'app était très marrante, mais pas très sticky. Donc, les utilisateurs allaient voir chez eux, allaient voir peut-être un événement qui se passait et revenaient pas. Donc, on avait pivoté progressivement, on avait pivoté vers des analytics sur Instagram. On peut imaginer le chemin entre les deux. Donc, on avait Mm. fait cette aventure de pivots successifs et on avait fini par avoir une belle petite boîte, enfin, une belle startup qui marchait bien avec un product market fit sur les Instagram, sur les analytics sur Instagram à l'époque. C'était il y a longtemps, c'était il y a 10 ans. Et alors fast forward et maintenant donc Dust alors. Ouais. Alors, moi, j'ai quitté OpenAI avec la motivation suivante est simple, hein, c'est de se dire ces modèles sont déjà incroyablement performants pour certaines tâches. On est loin d'être GI, hein, on pourra creuser sur cette question-là dans le podcast évidemment, Mhm. mais ils sont déjà extrêmement performants pour plein de tâches utiles et probablement des tâches qui apportent une valeur économique. Néanmoins, si on se place en septembre de 2022,
leur déploiement dans le monde reste resté très limité. Aujourd'hui, c'est, je pense, encore le cas, hein, comparé au potentiel de la technologie. Le déploiement de ces modèles aujourd'hui reste très limité, même si ChatGPT a fait un énorme spike d'usage et de notoriété. Et donc, la motivation était de se dire, ça y est, c'est plus un problème autant de recherche. Alors, il y a toujours de la recherche à faire pour arriver à créer de l'intelligence artificielle généralisée. C'est le Graal, évidemment. Mais pour vraiment avoir un impact sur la société, c'est plus autant un problème de recherche qu'un problème de produit. Et donc, Mhm. pourquoi pas aller retourner au charbon d'une certaine manière et essayer d'aller faire cette exploration produit. D'accord, de Dust, l'applicatif en fait, quoi. Ouais. ouais, exactement. Et Dust, dans sa première instance, c'est en effet, comme tu l'as décrit, une plateforme qui te permet de définir ce qu'on appelle des LLM ou des Large Language Model Apps. Donc, c'est un petit layer d'orchestration au-dessus du Large Language Model pour le spécialiser sur une tâche particulière. C'est-à-dire que, imaginons qu'un workflow demande d'aller chercher de la donnée dans une source de données A, de faire un step de réflexion, d'aller chercher une donnée dans une source de données B et de générer une réponse. Ces modèles sont très stochastiques, donc créer ces apps au-dessus permettent de rendre ces modèles un peu plus prédictibles et donc plus utiles, d'essayer de les transformer en outils plutôt qu'en pure magie, d'une certaine manière. Donc, c'est le point de départ de Dust. Aujourd'hui, évidemment, il est très tôt, on commence tout juste et notre vision évolue avec ça. Là où on pense qu'il y a un énorme potentiel, évidemment, c'est dans le monde de l'entreprise. Et donc, dans le monde de l'entreprise, les large language models apportent une rupture intéressante, qui est la suivante. Mhm. C'est qu'ils apportent le potentiel de déconnecter la manière dont l'information a été créée et la manière dont elle a été stockée. Donc, par exemple, j'ai fait un message sur Slack, ou j'ai écrit un document dans Notion, ou j'ai écrit un email, ou j'ai un call qui a été enregistré dans Gong, etc., etc. De la manière dont elle est consommée. Consommer de l'information dans l'entreprise, c'est un problème qu'on a tous ressenti comme un Bien problème. sûr. Par exemple, tu rentres sur un nouveau projet, tu veux apprendre tout ce que tu peux apprendre sur le projet. Tu vas commencer à chercher dans Notion, dans Drive, dans Slack, etc. Et tu ne sais pas si ce que tu lis est à jour, tu ne sais pas si ce que tu lis est vétuste, tu ne sais pas si ce que tu lis est correct. Et donc, tu passes Ouais. beaucoup de temps à essayer de créer cet état. Et donc, les large language models apportent un potentiel génial qui est de se dire, en fait, maintenant, on est dans un monde où on peut envoyer un agent, un modèle, lire toute l'information qui a jamais été créée à propos d'un sujet et répondre à la question de manière factuelle avec du coup une connaissance de ce qui est à jour, de ce qui n'est pas à jour, etc. Et même détecter peut-être, j'ai vu que cette source d'information est celle-là, elles sont contradictoires, etc. Et se faire en choisissant la manière dont on veut consommer l'information. Par exemple, si je pose une question, je peux demander au modèle de m'y répondre en une phrase, en un paragraphe, en une page ou en un document de 10 pages. Donc, cette capacité de déconnecter la manière dont l'information a été créée et stockée et la manière dont on la consomme semble être hyper intéressante. Et donc, c'est un peu la direction vers laquelle on se dirige. Pour juste décrire un peu là où on en est très rapidement. Ouais. Donc, en plus de cette engine d'exécution d'app où on peut créer des workflows un peu customisés, on a ajouté un concept de data source. Une data source, c'est un semantic search engine, mais qui est complètement managed. Donc, on envoie juste des documents dedans, le chunking. Alors, je pourrais rentrer dans les détails techniques de ce que ça veut dire, mais le découpage des documents, l'embedding de ces documents avec des modèles pour pouvoir faire de la semantic search est fait automatiquement pour nos utilisateurs. Et donc, ce substrat-là, la capacité de définir des apps et l'accès aux data sources va être un substrat intéressant pour faire une exploration produit dans le domaine de l'entreprise. Parce que c'est vrai que si tu veux faire des produits dans le domaine de l'entreprise, si tu n'as pas accès à la donnée de l'entreprise, tu travailles un peu hors sol. Donc, c'est important d'avoir les deux, cette forme de customisation, de pouvoir définir des workflows qui sont intéressants pour l'utilisateur et l'accès à la donnée de l'entreprise. Donc, voilà la direction dans laquelle on Donc se à la dirige. fois, génial. Donc à la fois donc les données de l'entreprise et la puissance des modèles en dessous en fait, c'est ça. Exactement. Très bien. Mais non, La mais c'est sûr, vision, on voit. ouais, la vision générale, c'est de se dire on aimerait bien devenir le Productivity OS for Smart Teams.
Donc, ça consistera sûrement de produits packagés qu'on créera nous-mêmes. Par exemple, pouvoir répondre à des questions sur la base de modèles qui analysent toute la donnée nécessaire pour le faire. Mais aussi peut-être laisser à nos utilisateurs la capacité de définir des workflows spécifiques qui sont très spécifiques à l'entreprise. Donc, ce sera un mix probablement Ouais. des deux. Ah, écoute, génial, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on sait très bien que toute entreprise voulant rester compétitive veut son propre modèle, veut toucher à ça, et donc peut-être que c'est pas la peine de réinventer la roue et que votre solution fait sens. Et de l'autre côté, par rapport à ce que tu décris, mais c'est sûr que tout ce qu'il y a comme données, le knowledge management, le remplissage d'un CRM, toutes les données voix de l'entreprise, tout ce qu'il y a là-dessus, euh, je pense qu'il peut y avoir une manière totalement révolutionnaire d'y accéder et de la partager. Donc, super. Ouais, c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire et le potentiel est énorme, donc c'est très excitant. Trop bien. Tu as déjà des clients ou des clients tests Alors, aujourd'hui, la plateforme est utilisée, telle quelle par plein d'utilisateurs. On a plusieurs milliers d'utilisateurs qui ont créé des centaines d'apps sont déployées derrière API et qui sont probablement utilisées dans des admin panels au sein de boîtes, et cetera. Donc on a déjà Hmm. pas mal d'usages, mais notre vrai next step, c'est, probablement de faire une phase d'exploration avec des design partners, qu'on va faire probablement avec des boîtes françaises, de gens qu'on connaît bien, pour essayer de trouver les produits qui vraiment apportent une belle valeur. Et à partir de là, les dérouler à une plus grande audience après ça. Trop cool. Alors, repartons un petit peu dans l'AI générative. Après, j'aurai d'autres questions qui reviendront Ouais, sur Dust. Donc, aujourd'hui, il se passe quelque chose de dingue dans l'AI générative. On parle d'une explosion cambrienne. L'apparition soudaine à l'échelle des temps géologiques d'anatomie entièrement nouvelle, genre les vertébrés, qui étaient arrivés il y a 500 millions d'années. Donc, c'est des trucs qui se passent pas souvent. Il y a des décennies dans lesquelles il se passe rien. Il y a des semaines dans lesquelles il se passe des décennies. Toi, en ouais. étant là sur ce marché, j'imagine que cette semaine, la semaine dernière et les 3 mois qui viennent de se passer, ça a dû être complètement fou. Ouais, c'est sûr que qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois qui est, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, presque la durée totale de cette nouvelle génération de produits et de choses. Il y a eu ChatGPT, il y a eu GPT-4, il y a eu GPT-4 avec un très long contexte 34, GPT-4 c'est qui est Midjourney multimodal, 5, Midjourney 5. multimodal, les API, Whisper, ChatGPT, Ouais. euh, Donc il s'est Adept, passé Anthropic. C'est un Ouais, truc de il s'est fou. passé plein de choses, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que toutes ces innovations qui sont devenues grand public d'un coup, elles ont été en construction sur plusieurs années. Elles ont été en construction sur plusieurs années. Hmm. ChatGPT a apporté une double innovation qui est celle d'être une triple innovation. Triple innovation, c'est une UI sympathique. Mhm. Deux, la gratuité. Et trois, le fait que le modèle soit fine-tuné pour être très agréable et très conversationnel. Et c'est D'accord. vraiment les trois ensemble qui ont permis de trigger cet engouement. Je revenais sur la troisième innovation, Stan. Le reinforcement learning by human feedback, le Oui, tout fine-tuning à du fait. Donc, modèle. le fine-tuning du modèle, c'est un fine-tuning très probablement par RLHF, donc Reinforcement Learning from Human Feedback. Et donc, c'est une manière, ce qu'on appelle d'aligner les modèles et de les rendre plus utiles pour l'humain. Ce qui est intéressant, c'est que la capabilité brute de ces modèles, la capacité à se faire à summariser, la capacité à résoudre certains problèmes de mathématiques, la capacité à écrire du code, ces capacités-là étaient existantes, étaient disponibles dans l'API Ouais. d'OpenAI depuis assez longtemps. GPT-3 était déjà un modèle d'une assez bonne qualité. GPT 3.5, donc toute la génération GPT 3.5, Text DaVinci 3, est dans Mhm. l'API depuis 6 mois avec ces capacités-là. Mais cette triple innovation d'avoir une UI conversationnelle, un modèle bien aligné et la gratuité a fait que le monde a ouvert les yeux sur ce qui existait d'un coup. Hmm.
Trop bien. Je vois très très bien. Je partage tout à fait. Qu'est-ce que tu penses du côté un peu anthropomorphique de la conversation, du curseur, tu sais, qui donne l'impression qu'on a quelqu'un qui tape. Ouais, Je pense que ça en fait partie et c'est ce que tu décris, je pense, sur l'UI. Mais c'est quelque chose d'assez bluffant, ça, d'assez smart. ouais, complètement. Enfin, tu dis anthropomorphique, c'est un point très Mm. intéressant. La manière dont ces modèles sont extrêmement anthropomorphiques. C'est vrai Mhm. Ouais. quand on imagine l'intelligence artificielle, on imagine quelque chose où on pose une question et le modèle réfléchit dans son coin et nous donne une réponse. Et il s'avère que Mm. très souvent, pour avoir les meilleures performances de ces modèles, la manière de les utiliser nous amène à les utiliser un peu comme si c'était des humains. Par exemple, quand on essaie de résoudre des problèmes de maths avec des modèles, on a de bien meilleures performances quand on demande au modèle de prendre le temps de créer une explication plutôt que de donner la réponse directement. Et ça, c'est pas très intuitif. Quand on imagine une machine, on veut poser une question, avoir une réponse. Et il s'avère que ces nouvelles machines-là, pour avoir de meilleures réponses, il faut leur poser une question en leur disant en même temps, prends le temps de réfléchir un petit peu avant de me donner une réponse. Et ça, c'est un côté très anthropomorphique qui vient du fait que ces modèles sont entraînés sur de la donnée qui a été générée par l'humain. Et donc, ils ont un caractère très anthropomorphique qui est très intéressant comme notion. Trop bien. Donc, dans la foulée, très bonne transition. La question classique, est-ce que ChatGPT passe le test de Turing, selon toi? Bah, ça dépend, ce qu'on définit dans. C'est un mot hyper galvaudé, le test de Turing. Ça dépend ce qu'on Ouais. définit comme le test de Turing. Je ne suis pas expert dans la définition des différents niveaux de tests de Turing, mais en tout cas, une distinction que je peux faire ici, c'est qu'on pourrait considérer un test de Turing faible et un test de Turing fort. Test de Turing faible, c'est on prend quelqu'un au hasard dans la rue et on le met face à un ordinateur et on lui demande de discuter avec un humain et de discuter avec une machine et d'essayer de distinguer l'humain de la machine. Si cette personne ne sait même pas qu'il est en train de nécessairement, n'a pas de notion spécifique des limitations de la technologie, etc., il est tout à fait possible Hmm. les modèles actuels passent ce test de Turing faible. Ok. Un autre exemple de test de Turing faible, par exemple, si on prend des articles de journaux sur un sujet quelconque et qu'on les coupe et qu'on laisse les modèles compléter l'article de journal, c'est très dur de distinguer le vrai article de ce que le modèle a généré. Hmm. C'est très dur de distinguer, sauf si on est expert du domaine. Si on est Ouais. expert du domaine, on se rend compte que le modèle raconte des petites bêtises par-ci par-là. Et donc, des Hmm. bêtises ou des choses qui sont pas tout à fait, qui sont vraiment fausses et qu'un journaliste aurait probablement pas écrit. Donc encore, c'est là où on peut définir le test de Turing fort. Le test de Turing fort, c'est un test de Turing d'une certaine manière adversarial, quoi, Bien où sûr. on prend un expert du domaine dont le but est de vraiment utiliser son expertise pour essayer de définir s'il a en face de lui un autre expert ou la machine. Et, C'est ex machina, quoi. passer ce test de Turing fort, je pense qu'on en est très loin. Ouais, ouais. Un exemple tout simple, c'est que si tu prends un article sur la fusion nucléaire, si ça se trouve, le modèle va compléter en disant Stanislas Pellu, expert en fusion nucléaire. Et en fait, je ne suis pas du tout expert en fusion nucléaire. Et tout expert en fusion nucléaire sait que Stanislas Pellu n'est pas un expert en fusion nucléaire. Bien sûr. Mais Bien pour quelqu'un sûr. qui n'y connaît rien, ça peut paraître plausible. C'est vrai, comme sur l'erreur de Bard sur la planète, là où il y avait une erreur sur une planète qui avait été mal nommée ou quelque Ouais, chose comme ça, ou une étoile. Et en effet, ouais, bah, il avait fallu en tout cas un astrophysicien pour découvrir le poteau rose. Euh, ouais, exactement. ok, très bien. Et donc petite question, Stan, toi tu étais dans la vallée donc ces dernières années, j'imagine. Alors non, chez OpenAI, Ah non, je ah ouais? travaillais depuis la France. Ouais. Ah d'accord, tu étais en remote Mais déjà, d'accord. Ok, parfait. j'étais à San Francisco quand j'étais chez Stripe pendant 5 ans.
D'accord. Alors, et la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'était un petit peu sur les GAFAM. Tu les sens comment aujourd'hui sur leurs initiatives? On a l'impression qu'ils se sont fait un petit peu dépasser par OpenAI parce qu'ils avaient pas trop, ils avaient peur de prendre des risques au niveau des relations publiques par rapport à leur business model existant. Comment tu les vois se positionner? Mais c'est en effet, je pense que Microsoft a fait un pari extraordinaire avec son partnership avec OpenAI. Je pense que Google a pas, probablement pas pris assez de risques et c'est un peu fait piquer par la guêpe Mhm. OpenAI. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ces GAFAM se réveillent très vite et démontrent aujourd'hui une capacité à innover sur ces nouvelles technologies qui est surprenamment rapide. Mhm. Donc c'est pas, par exemple, on voit GitHub Copilot, évidemment, Bing Search, enfin Bing Search avec un modèle à l'intérieur, Bard, Ouais. Office 365. Alors je sais pas si c'est vraiment le software est prêt ou si c'est juste une démo ou une belle vidéo, mais en tout cas il y a vraiment des initiatives qui sont prises très rapidement. Et donc ça c'est intéressant parce que toutes les GAFA se réveillent de manière très violente, ont une force de frappe énorme, une distribution énorme et Mhm. ont été piquées tellement fort qu'elles sont prêtes à bouger vite. Alors c'est pas une bonne nouvelle pour les startups évidemment, parce on a le Mhm. risque que les startups ne profitent pas de la création de valeur qui va être associée avec le déploiement de ces modèles. Mais je pense qu'il faut aussi relativiser un petit peu. Par exemple, si on pense au mobile, euh, entre l'apparition de l'iPhone et l'apparition du pull to refresh, par exemple, ça a Mhm. pris pas mal de temps. Je ne sais plus quelle app a fait un pull to refresh en premier. Il me semble que c'est une app qui avait été Peut-être rachetée Twitter? par Twitter. Twitter? Pour moi, j'avais Twitter en tête, mais Racheté je par crois que Twitter. c'est une app qui avait été rachetée par Twitter. Ok. Et donc, c'était eux qui avaient inventé le pull to refresh. Et cette UX a été et la bonne UX pour le mobile et est apparue partout après. C'est devenu une UX pervasive dans le monde du mobile. Mais elle a mis du temps à apparaître. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette phase où la technologie est en train de se démocratiser, mais le pull to refresh des LLM n'a pas encore été inventé. Donc, même si les Hmm. GAFA bougent très vite, les vraies applications intéressantes de ces modèles-là qui vont créer beaucoup de valeur sont probablement encore à découvrir. Et les GAFA implémentent des choses qui sont d'une certaine manière obvious aujourd'hui. Et je pense qu'il y a encore plein de belles opportunités pour explorer le domaine des possibles et trouver des applications qui créeront une grande valeur dans le futur. Donc, on peut aussi se rassurer pour les startups, puisque c'est les Mhm. startups en général qui ont cette capacité d'exploration plus rapide. Oui, évidemment. Je te posais la question un petit peu parce que, en fait, pour en arriver aussi sur un peu des enjeux sociétaux, on en avait parlé 2 secondes ensemble. C'était déjà la question des biais peut-être de ces modèles et la question du wokisme. Est-ce que tu penses que ces modèles aujourd'hui, vu l'entraînement, vu les sociétés qui les ont créés, les équipes de recherche qui travaillent dessus, est-ce qu'ils ont des biais influencés, qui peuvent être woke par exemple, et qu'il faut faire attention à ça dans le futur? Alors, woke, je sais pas, je vais pas utiliser ce mot-là parce il est plein de tensions etc. Mais c'est sûr que les modèles de ChatGPT, par exemple, est très policé, on va dire. Il va pas, il va prendre beaucoup de précautions. C'est un modèle qui prend beaucoup de Hmm. pincettes pour répondre à certaines questions. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est un jugement de valeur, donc c'est pas la question. Par contre, ce qu'on peut essayer d'analyser de manière rationnelle, c'est que en effet, donc cette procédure de fine-tuning par RLHF, donc Reinforcement Learning from Human Feedback. Donc ça veut dire qu'il y a des humains à un endroit qui donnent du feedback et euh, qui Hmm. vont encoder l'alignement du modèle dans une certaine direction. Et donc ils vont encoder des biais culturels, des biais peut-être politiques, des biais sociétaux, etc. Tout ça, ça veut dire que les ChatGPT, en effet, a un biais qui est décidé ou qui est contrôlé par
OpenAI qui est aujourd'hui, et donc qui est une poignée de personnes qui sont tous au même endroit, à San Francisco, et qui ont une vision du monde qui est la leur et qui est forcément pas partagée par le reste du monde. Donc là, je dis des choses qui sont, à mon avis, très rationnelles et très véridiques. Ça, c'est pas si grave que ça, d'une certaine manière, parce que l'utilisateur est libre d'utiliser le modèle ou pas, et ça lui plaît ou pas. Là où il y a un risque un peu plus gros, c'est que ces modèles sont quand même très utiles et les gens les utilisent beaucoup. Et donc, on peut imaginer que sur les années, voire même sur les mois à venir, la quantité de textes créés sur Internet par les modèles va augmenter drastiquement. Bien sûr. Et donc, on peut imaginer un monde où dans quelques années, le texte qu'on lira sur Internet sera dans une grande mesure, une mesure moyenne, ou dans une mesure non négligeable en tout cas, généré par ces modèles. Et c'est là où il y a vraiment une espèce de contamination de l'Internet par du texte qui a un certain biais culturel qui est très spécifique. Et donc, c'est quelque chose qui va probablement influencer la culture, notre culture en Europe, de manière non négligeable. Est-ce que c'est la fin du monde? Je sais pas. Le cinéma américain a joué ce même rôle-là. Ça a été un outil d'insémination culturelle incroyable qui a été détenu par une poignée de personnes toutes au même endroit à Hollywood pendant de longues années, pendant de longues décennies. Donc on l'a déjà vu. C'est quelque chose de. Est-ce que c'est regrettable? Est-ce que c'est bien? C'est une question qui est politique d'une certaine manière, mais on est déjà passé par là d'une certaine manière. Mais il faut comprendre que, en effet, si une grosse partie du texte sur Internet est générée par ces modèles, c'est du texte qui va venir avec une forme de biais culturel qui est très spécifique. Ok. Sur tout ce texte généré, ce principe de cette IA générative, en tout cas, elle génère beaucoup facilement à profusion et tout le monde peut le faire justement à partir des solutions existantes. On risque d'avoir donc un afflux immense de textes, un afflux immense d'images et de vidéos qui peuvent quasiment, qui vont certainement dépasser très très vite l'existant, non généré de cette manière-là. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose donc de généré à partir de l'existant. Donc, Ouais. il doit y avoir un peu des effets de moyenne. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce contenu? Est-ce qu'il va être de qualité ou est-ce qu'il sera d'une qualité moyenne ou qui va tendre vers le bas? Et ensuite, est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il faut essayer d'être capable de l'identifier? Alors, en effet, si on imagine que dans 2 ans, la moitié d'Internet a été générée par un modèle existant aujourd'hui, ça veut dire que la moitié du contenu d'Internet sera, non pas que le contenu d'Internet est de très haute qualité tout le temps, mais sera au niveau du modèle actuel. Et donc, les modèles suivants, on va les réentraîner sur ce texte-là, qui sera de la qualité qu'il est, avec des inaccuracies, des fallacies, des hallucinations, etc. Et donc, il y a un risque en effet, de regression to the mean, d'une espèce d'attracteur vers cette espèce de premier modèle qui a été l'incubation d'une génération de texte à grande échelle sur Internet. Et pour créer un attracteur duquel on ne peut pas se sortir. Et donc, les modèles suivants ne vont pas devenir forcément meilleurs parce qu'ils vont être entraînés sur de la data qui a été générée par un modèle. Donc, ils vont juste cloner le modèle existant. Et même s'ils sont plus gros, plus forts, si la donnée est mauvaise, mauvaise donnée à l'entrée, mauvaise donnée à la sortie. Il n'y a pas de magie. Bien sûr. Donc ça, c'est hyper intéressant. Une autre manière de voir ce problème qui est aussi très intéressante, c'est Copilot, par exemple. Ouais. Copilot est extrêmement utile pour un développeur expérimenté, parce qu'un développeur expérimenté, ça lui prend quelques millisecondes de juger l'utilité ou la véracité d'une complétion par Copilot. Et donc, il l'utilise pour toutes les tâches mondaines d'écriture de code, et c'est très bien repéré quand la tâche est un peu plus précise, et peut-être à ce moment-là, décide de lui implémenter la chose. Si on prend un développeur peu expérimenté, il va probablement se baser sur Copilot beaucoup plus. Et donc, le niveau des développeurs va encore avoir un attracteur vers Copilot en termes de niveau du code qui est généré. Et donc, c'est vrai que tout ça, c'est des phénomènes de regression to the mean, de moyennisation du contenu et même de la compétence des humains qui est
Une question intéressante à Hmm. considérer. Inquiétant, je sais pas, mais très intéressante à considérer. Hmm. On est tous, Euh, on est tous libres de ne pas les utiliser et d'utiliser notre sens critique, etc. Mais c'est vrai que Bien c'est sûr. tellement facile de voir quelque chose, Hmm. ça semble crédible et de l'utiliser sans trop réfléchir, que c'est sûr que ça va être un problème dans le futur. Ouais, complètement. Euh, alors, bah, aussi, je voulais te poser la question justement de peut-être des enjeux de souveraineté là-dessus et des enjeux de sécurité. Euh, on était à France Digital Day où il y avait un événement sur l'IA, la data, le Web3 qui était très intéressant. Et justement, j'ai pu voir sur le panel que tu échangeais avec une panéliste qui présentait l'argument de dire qu'aujourd'hui, il fallait faire attention parce qu'il y a plein d'entreprises, plein de salariés dans des entreprises qui balancent tout simplement le plan stratégique de leur boîte dans le chat GPT pour trouver des solutions et grosso modo avoir un assistant qui fait leur travail de réflexion, Ouais. de consultant sur ce sujet. Et ce qui peut et donner un exemple assez dingue, hein, qui était l'envoi d'un morceau de code GitHub dans le chat GPT et derrière le fait de le recevoir en retour quelques jours plus tard. Donc on peut avoir quelque chose qui semble assez dangereux là-dessus sur à la fois la sécurité des entreprises et la souveraineté. Comment tu penses qu'il faut jouer avec ça? Et est-ce qu'il faut avoir une hygiène ou est-ce que c'est aux entreprises de mettre en place des règles? Alors, attention, envoyer un bout de code et qu'il ressorte dans le ChatGPT quelques jours après, ça, c'est pas vrai parce que le modèle, il est fixé, il apprend pas au Très fur et à bien. mesure. Par contre, ce qui est vrai, Ok. c'est que quelqu'un peut avoir écrit du code sur GitHub dans le passé et se retrouver à voir son propre code ressortir par ChatGPT parce que ChatGPT a été Alors, entraîné sur ce code-là. Et ce et code donc peut il avoir une ressort. licence. Bien sûr. Il ressortira pas avant l'entraînement. Donc l'entraînement, ce qui veut dire du modèle du modèle complet. Donc et il n'est pas entraîné tous les jours. Il va être entraîné Non. tous les ans, par exemple, Alors, le ou but, à la c'est sortie d'un nouveau modèle. voilà, certains nouveaux modèles. Aujourd'hui, ils sont relativement figés. D'ailleurs, Mhm. dans la documentation d'OpenAI, on voit les dates de fin de training. Après, c'est évidemment un sujet de recherche hyper intéressant de maintenir ces modèles à jour et d'avoir un entraînement plus continu. Mais ça reste aussi une question de recherche assez ouverte. On ne sait pas très bien faire ça. Donc, pour l'instant, ils sont figés. Ok, Et ok. donc, la régurgitation de code, c'est à travers ce training-là. Donc, c'est du code qui existait sur GitHub, qui peut avoir une licence, par exemple GPL, où on n'est pas censé l'utiliser pour des raisons commerciales ailleurs. Et il s'avère que c'est régurgité par ChatGPT. Or, ChatGPT est payant, en tout cas pour une panoplie d'utilisateurs. Et donc, c'est une utilisation commerciale. Et donc, c'est en breach de la licence du code. Donc, ça peut arriver. Sur la question de les gens au sein des entreprises envoient le plan stratégique de la boîte pour essayer de brainstormer avec ChatGPT, je pense qu'il faut pas faire preuve de trop de peur non plus. L'incentive pour les providers de modèles est de ne pas créer d'incidents énormes là-dessus. Hmm. Cela étant dit, quand on utilise ChatGPT, on accepte que la donnée puisse être utilisée pour le réentraînement des modèles. Donc, Hmm. en effet, dans ce cas-là, quand on utilise ChatGPT, le produit, hein, pas nécessairement le modèle, parce que si on utilise l'API d'OpenAI, aujourd'hui, par l'API, OpenAI est très conservateur, a fait un changement assez récent, est très conservateur. Ils effacent toute la donnée au bout de 30 jours, donc ils la gardent pour des raisons de debugging, et ils ne réentraînent pas sur la donnée qui est passée par leur API. Donc, ça veut dire que dans un domaine de l'entreprise, en effet, utiliser ChatGPT probablement pas une bonne idée. Utiliser des large language models qui puissent être providés par OpenAI où il y a une bonne compréhension de ce qui va se passer avec la donnée, pas nécessairement un problème. Ça n'a pas grand-chose de différent que d'utiliser Google Drive ou Notion ou Slack où la donnée en est faite par aux États-Unis, mais l'incentive du provider est de la garder privée. En passant par Dust, par exemple. Donc. En passant par Dust. D'accord. Mais la limite que tu donnais est intéressante et je n'étais pas au courant que que via l'API, en effet, oui, les données n'étaient pas réutilisées,
contrairement à sur ChatGPT où ou en tout cas, on ne sait pas ce qu'on en fait, quoi. Voilà. En fait, c'est l'émergence de ChatGPT avec énormément d'utilisation, qui a donné ce qu'on appelle une data flywheel pour OpenAI. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de trajectoires qui sont générées où les humains critiquent, les humains peuvent annoter, dire c'était bien, c'était pas bien. Donc, avant, OpenAI se réservait le droit d'utiliser la donnée de l'API pour réentraîner le modèle. Aujourd'hui, ils ont dit, bon, ça y est, on a ChatGPT, on a des centaines de millions d'utilisateurs, on a notre source de données infinie d'une certaine manière. Donc, on peut commencer à être très plus conservateur et B2B-centric sur l'API. Donc, il y a une distinction aujourd'hui entre ChatGPT, le produit, et OpenAI en tant que fournisseur de modèles. Très bien, c'est clair. Super intéressant. Autre question, Stan, comment est-ce que tu vois un peu l'impact sur l'emploi? Est-ce que tu penses qu'on va assister à un grand remplacement ou est-ce que tu vois plutôt une vision collaborative avec ces outils qui seront des assistants et qui vont nous aider à faire plus rapidement? Ouais, moi, je crois pas à la théorie ou à la crainte du grand remplacement du tout. J'ai du mal à... Ces modèles sont très forts à certaines tâches assez limitées. Et donc, c'est des capacités qui vont permettre de rendre les knowledge workers plus efficaces. Ouais. Donc, ça va avoir un impact sur le marché du travail, évidemment. Hein. Mais je ne pense pas qu'on remplace l'humain. On va juste l'amplifier. Et ça, c'est toutes les technologies, toutes les vagues de technologies ont eu cet effet-là. L'arrivée de l'ordinateur dans l'entreprise a créé un boost de productivité qui a rendu certains humains beaucoup plus efficaces et a déplacé certains jobs en conséquence. Le job de secrétaire, tout le monde avait un ou une secrétaire à l'époque. Aujourd'hui, plus grand monde en a parce qu'on utilise un calendrier et une boîte mail. Mais c'est parce qu'on est plus efficace du coup dans notre travail et je pense que ça va se reproduire ici. Les gens vont devenir plus efficaces, sur certains métiers beaucoup plus, sur d'autres un peu moins. Ça va déplacer un peu les masses, mais je pense que la société s'adaptera sans problème. Tout à fait. Donc oui, les secrétaires, les ascensoristes, quelques jobs comme ça, bon bah voilà, un déplacement est tant mieux parce que c'est de la faible valeur ajoutée. Et de l'autre côté, peut-être plus de production de code aussi par les développeurs pour des besoins toujours grandissants. Okay. Par exemple, il y a beaucoup de gens des gens très sérieux qui se disent j'ai recruté 100 développeurs pour ma super boîte qui est en train de croître à fond et dans 6 mois, je n'aurai besoin plus que de 10 développeurs. Je pense que c'est pas vrai. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est que les modèles ils évoluent au fil du temps, mais c'est des échelles de temps assez longues quand même. Pour passer de GPT-3 à GPT-4, il faut un an, voire 2 ans. Si par exemple on imagine que GPT-4 remplace tous les juniors développeurs d'une boîte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un développeur un peu plus senior va demander à un modèle de faire une pull request, donc un bout de code pour implémenter quelque chose de précis. Et quand on review une pull request, si on passe 5 minutes à la lire pour se rendre compte à la fin que c'est complètement cassé, si c'est un stagiaire, c'est pas grave parce qu'on est là pour lui apprendre et donc lui montrer pourquoi c'est cassé, créer de la valeur puisqu'on rend le stagiaire meilleur et on sait qu'à la prochaine fois, il aura probablement appris de son erreur. Si c'est un développeur qui est pair, c'est un peu plus énervant parce qu'on s'attend à ce que quelqu'un qui est comme nous ne fasse pas des erreurs qu'on considère considère évidentes. Si c'est un modèle qui a fait une erreur, c'est juste insupportable parce que c'est-à-dire qu'on a demandé à la machine de faire quelque chose et en résultat, elle nous a juste fait perdre 10 minutes. Donc, je ne crois pas vraiment au remplacement. Je crois plus par exemple, aux stagiaires qui utilisent GPT-4 ou Copilot pour le rendre plus efficace, aller plus vite, lui donner des idées, le décoincer, etc. Mais c'est toujours lui qui sera maître d'aller jusqu'au bout du travail, quoi. Ouais. Très bien. C'est très clair. Stan, gros sujet. Une pétition mondiale est sortie cette semaine, donc le 28 mars, pour réclamer un moratoire de 6 mois sur
tous les modèles d'intelligence artificielle type LLM, plus puissants que GPT-4. Une pétition donc sur le site Future of Life, signée et lancée par Yoshua Bengio, pionnier canadien de l'IA, Elon Musk, Gary Marcus, Emad Mostak de Stability. Donc, ça a fait beaucoup parler. Il y a aussi Eliezer Yudkowsky qui parle beaucoup de ça. Qu'est-ce que tu penses de cette pétition qui semble au final adressée vraiment, mais directement à OpenAI, parce que c'est le seul acteur qui se retrouverait impacté, parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle, en tout cas, dont on connaît l'existence, qui sont supérieurs à GPT-4. Voilà. Est-ce que cette pétition est bonne? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce que ça serait pas dangereux? Est-ce que c'est pas des mauvais perdants, par exemple, comme Elon Musk, qui veulent avoir ou les GAFA qui veulent avoir un peu plus de temps pour développer leur propre solution, et des dangers en imaginant que des gouvernements, pour le coup, s'emparent de ça, typiquement la Chine, la Russie, alors qu'on avait des super avancées quand même démocratiques dans l'usage. Ouais. Je pense qu'on est à des années-lumière de l'intelligence artificielle qui créerait un risque existentiel pour l'humanité. Mais à des années-lumière. Même GPT-4 est une quiche, mais une quiche en maths. Ouais. Oui, ça résout des petits problèmes de maths, mais la plupart du temps, c'est pas des maths qui ont déjà été vus sur Internet. Si je prends 5 minutes à inventer un nouveau problème de maths un tout petit peu unique, il n'y a aucun problème. GPT-4 ne réussira pas à le résoudre aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a créé ces modèles-là sont des grandes bases de données qui ont des formes de capacité de raisonnement et de réadaptation de l'information quand elles génèrent des choses qui sont extrêmement utiles. Mais de là à considérer qu'elles sont dangereuses, alors il y a des dangers culturels dont on a parlé, mais je pense qu'il n'y a pas de. En tout cas, mon avis à moi, c'est qu'on est loin d'être dans une phase où il y aurait de réels risques existentiels. Donc, je trouve que c'est, en effet, je ne sais pas quelles sont les motivations. On peut croire que c'est une manière d'essayer de ralentir OpenAI ou que c'est une manière de faire parler de soi. Je pense que pour certaines personnes, c'est des motivations qui sont très pures, comme Eliezer, apparemment, qui est un expert dans les problèmes d'alignement des modèles et de risque existentiel. Je pense que la motivation est honnête, hein. Mais je pense qu'on est un peu loin de tout risque réel. Et puis qu'est-ce que ça apporterait? J'ai du mal à voir. C'est très dur d'empêcher les évolutions technologiques d'avancer. Je pense qu'il faut aider la société à s'y adapter. Il faut réguler leur usage, mais empêcher l'innovation, ça me paraît pas quelque chose de nécessairement nécessaire. Ouais, je comprends très bien. C'est vrai que tu as raison. Il y a différentes motivations par différents signataires, hein. D'ailleurs, Ouais. on n'est pas vraiment encore au clair sur qui a vraiment signé, parce qu'il y a des gens qui ont utilisé les noms d'autres personnes. Donc, Ouais. voilà. C'est vrai qu'il y a aussi des signataires aujourd'hui qui disaient que les LLM, d'une certaine manière, n'étaient pas du tout puissants et n'étaient pas la bonne voie. Donc, on a du mal à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent dire, si c'est pas la bonne voie, que c'est pas puissant, que c'est juste un modèle de langage, en quoi est-ce qu'ils peuvent être si dangereux, en fait? Tout à fait. Je suis d'accord. Mais une question quand même. Je comprends très bien ce que tu dis aussi sur le GPT-4 qui n'est pas un bon mathématicien, mais au final, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur du LLM. Il y a quand même un petit peu la boîte noire. Et donc, par rapport à ça, je te pose quand même la question de la conscience. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une amorce de conscience au sein de ces LLM et de cette IA?
Ouais, il n'y a pas de conscience puisque le modèle, il ne voit que le contexte qu'on lui donne et il finit de compléter ce contexte-là et à la fin, il s'arrête et il est remis à zéro. Je pense que la conscience est définie par la capacité à retenir et à se baser sur des expériences passées de telle sorte à avoir un modèle de soi-même. Mhm. Alors, on pourrait faire l'argument qu'il y a une forme de conscience parce que si on parle à GPT-4 de Large Language Model, il sait ce que c'est qu'un Large Language Model. Et on peut très bien, il peut probablement, étant donné ce qu'on lui demande, à un endroit en interne, avoir un modèle du fait qu'il est probablement lui-même un modèle en train de créer une completion. Mais ça va se limiter à cette completion. Et à la fin, c'est une machine, ça tourne sur des GPU. Je pense qu'il ne faut pas Hmm. mettre des grands mots sur du silicone et de l'électricité. Surtout que s'il n'y a pas de mémoire qui se crée et d'expérience qui se fait. Donc, je pense que tant qu'on est dans un monde où le contexte d'un modèle est fixé et qu'à la fin du contexte, il repart à zéro, on peut imaginer que si le contexte est très long, qu'il y a une forme de conscience qui se crée le long de ce contexte. Si on poussait la taille du contexte à des millions et des millions de tokens de telle sorte qu'on puisse avoir une existence entière à l'intérieur de ce contexte, on pourrait faire l'argument qu'il y a en effet une conscience qui émerge. Mais aujourd'hui, les contextes sont relativement petits et donc toute forme de conscience qui émergerait de leur utilisation serait forcément très limitée. Hmm. Très Mais bien. dans le futur, on peut imaginer des modèles qui continuent de s'entraîner de manière continue et donc qui apprennent de chacune des trajectoires qu'ils ont. Et donc là, on pourrait faire l'argument que des formes de conscience pourraient émerger. D'accord. Oui, c'était ma question suivante. C'était sur l'évolution un petit peu de ces modèles. Donc, tu parles d'un entraînement continu. Est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi peut-être ajouter une IA symbolique ou une IA un peu plus déterministe, par exemple, qui ferait moins d'erreurs pour Alors, l'injecter à l'intérieur du modèle, j'ai du mal à voir comment ça pourrait superposer, peut-être, ouais, se ouais, faire. Après, moi, tout mon travail de recherche chez OpenAI, c'était d'explorer l'utilisation des large language models dans le contexte des maths formelles. Donc, ouais. on a d'un côté les maths formelles, c'est des systèmes dans lesquels une preuve est un programme et qu'un système formel peut vérifier si la preuve est correcte de manière symbolique. Et donc, Mhm. le modèle a des capacités créatives, le système formel a des capacités de vérification parfaite. Et donc, mettre enfin, faire travailler ensemble un modèle qui est créatif avec un système qui peut vérifier les prédictions est en effet très intéressant. Notamment, si on a une vérification parfaite, ça nous permet d'essayer de résoudre un problème 1000 fois, 100 000 fois, Mhm. 1 million de fois. Il suffit de trouver une fois la bonne réponse, vu qu'on a une vérification parfaite pour que le système formel puisse dire bah, là, la réponse était bonne. Ok, Donc ok. ça, c'est forcément intéressant. Aujourd'hui, ce qu'on voit qui n'est pas peut-être aussi fort que ça, c'est ChatGPT plugins ou l'utilisation en général d'outils extérieurs, comme aller faire une search sur Google et des choses comme ça, vont transformer les capacités des modèles, puisqu'ils peuvent du coup s'attacher, se baser sur des outils extérieurs qui sont eux symboliques ou des sources de données qui sont elles factuelles pour créer Hmm. des prédictions. Donc Oui, c'est sûr que c'est d'accord. Donc, des avenues d'utilisation de ces modèles qui sont hyper intéressantes. d'accord. Donc, les faire travailler, tout à fait, c'est l'idée de ces plugins qui leur donnent des données qui sont live et qui sont des données justes, précises, vu qu'elles viennent de ces fournisseurs existants. Donc, ouais, ok, super intéressant. Euh, Stan, donc dernière question, c'est ta timeline pour l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, la super intelligence. De ce que je comprends, tu vois pas ça à court terme. C'est très dur de prédire des timelines. Par contre, on peut donner des idées pour s'attaquer à cette question-là. Il y a deux choses pour moi. Un, c'est est-ce que en scalant juste les modèles, est-ce qu'on arrivera vraiment à l'émergence d'une forme d'intelligence de niveau humain? Ça, c'est une question intéressante parce que quand on scale le compute d'un ordre de grandeur, enfin, le gain de performance est de plus en plus petit parce que c'est une power law, donc c'est des gains logarithmiques. Quand on pousse du compute, le gain en performance en général est très petit. Donc on a des diminishing returns très violents. Et donc,
On va pouvoir scaler quelques ordres de grandeur encore. On commence à voir certaines limites en termes de nombre, de quantité de data disponible sur Internet pour le faire. La taille des clusters qui sont impliqués dans l'entraînement de ces modèles commence à devenir gigantesque. On peut encore probablement les scaler de 1, peut-être 2 ordres de grandeur, mais scaler les clusters actuels de 2 ordres de grandeur, ça veut dire créer des bâtiments avec des centrales nucléaires à côté. Il faudrait plusieurs centrales nucléaires pour faire tourner l'électricité du cluster qui entraîne le modèle ou qui l'utilise. Donc ça devient à des ça devient à des magnitudes qui commencent à devenir difficiles à pousser plus loin. Je pense que ce qu'on n'a pas eu encore donc moi j'ai du mal à croire que juste scaler va nous amener à AGI. J'ai l'impression il manque encore une innovation scientifique. Pour faire le parallèle, en fait, je pense qu'on n'a pas encore eu le moment AlphaGo des large language models. AlphaGo, c'est quoi? C'est tout le monde disait à l'époque, la donnée d'entraînement est humaine, donc même si on fait un modèle parfait, il ne battra jamais le meilleur humain, puisque le meilleur humain génère la meilleure donnée sur laquelle il est entraîné. Et en fait, AlphaGo arrive, et AlphaGo, le niveau humain est là, et AlphaGo passe à travers instantanément. Pourquoi? Parce que le modèle est principalement entraîné sur de la donnée synthétique qui était générée par lui-même. On est capable de faire ça dans le domaine des jeux parce que les jeux sont très contraints et donc on a le concept de self-play qui permet de générer de la donnée de qualité, qui permet d'améliorer le modèle et en se dédouanant même complètement de la donnée humaine, à la fin, c'est Alpha 0. Dans le monde des large language models, on s'entraîne sur Internet, donc on s'entraîne entièrement sur de la donnée humaine et on ne sait pas encore bien s'entraîner at scale sur de la donnée synthétique, c'est-à-dire que le modèle génère sa propre donnée d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'on sait pas, le modèle ne sait pas généralement bien vérifier ses propres prédictions. Peut-être qu'il va se tromper, peut-être qu'il va, en essayant de dire est-ce que ce que j'ai prédit est bon ou pas, va se tromper dans sa prédiction. Et donc, on a des phénomènes de collapse où, quand on essaie de générer plein de données synthétiques, le modèle, la capacité du modèle a tendance à collapser, donc à descendre. Et donc, je pense que c'est ce moment AlphaGo d'entraînement du modèle sur sa propre donnée est peut-être une des clés qui manque. C'est une possible clé qui manque pour arriver vraiment à un niveau d'intelligence qui puisse devenir surhumain. Et ça, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera parce qu'on ne sait pas le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a certains labs qui savent déjà le faire? Est-ce que ça arrivera dans 1 an? Est-ce que ça arrivera dans 10 ans? C'est dur à dire. Et donc voilà. Ok, c'est très clair, hyper intéressant sur cette donnée synthétique. Petite question juste, sur les tokens dont tu parlais, les modèles aujourd'hui ont été entraînés sur tout l'Internet des données textuelles. Est-ce que les données photos, vidéos sont inclus là-dedans ou Alors, pas? jusqu'à maintenant, non. Et GPT-4 D'accord. est le premier modèle qui est multimodal. Alors, il n'est pas encore disponible. Donc, je ne sais même pas si celui qui est disponible aujourd'hui est vraiment multimodal dans son entraînement, même si dans D'accord. l'inférence, donc dans son utilisation aujourd'hui, ce n'est pas disponible de mettre dans le contexte des images. Mais GPT-4 est en effet, d'après ce que OpenAI a montré, un modèle multimodal où il est entraîné sur le texte et les images. D'accord. Il n'est pas encore entraîné sur de la vidéo ou sur du son, mais la multimodalité est clairement une avenue de progression parce que ça a une richesse, la quantité d'informations disponibles sur Internet multimodale est beaucoup plus grosse que juste textuelle. Et l'information visuelle a une richesse qui est intéressante pour l'entraînement de ces modèles, évidemment. C'est sûr que une fois qu'on aura mis tout TikTok là-dedans, ça va être intéressant. Non, ok, non, mais en tout cas, non, mais une vraie voix. Ok, super. Stan, dernière question. Ton film ou livre de science-fiction préféré que tu nous recommandes? Livre préféré, je pense que je mettrais Permutation City de Egan en premier et probablement le problème à 3 corps en deuxième. Enfin, la trilogie des problèmes à 3 corps. Super. Film de science-fiction préféré, je sais pas, je suis obligé de dire Matrix probablement. C'est tellement bon Matrix. Écoute, je partage. Je dirais la même chose. J'avais pas vraiment révélé mon choix, mais Matrix, je suis totalement d'accord. Super. Parfait. Merci beaucoup, Stan. C'était un plaisir. Merci à toi. Ouais, pour Et moi je te aussi. dis Merci beaucoup. à très bientôt. Merci, À très Stan. bientôt. Au revoir. Bye bye.